Ouais, c'est important. Toute ma collection de prêt-à-porter, depuis le jour 1 jusqu'à aujourd'hui, tout a été fabriqué à Abidjan. Bon, en dehors du travail, c'est vrai que c'est fastidieux. On va pas se mentir, c'est compliqué. C'est compliqué parce que on reste en Afrique, trouver la main-d'œuvre compétente, il faut beaucoup suivre derrière. Mais voilà, je trouve que c'est important pour moi de le made in chez moi, là, Côte d'Ivoire. Ça reste important, c'est quelque chose qui va pas bouger. J'ai la possibilité aujourd'hui d'aller en Turquie, de faire des vêtements de prêt-à-porter en masse, et j'ai déjà un nom de faire de l'argent et tout, mais on me dit, mais pourquoi tu te fatigues? C'est fastidieux parce que derrière, tu vas pas produire forcément assez là-bas. En une semaine, tu peux produire 1000 pièces, tout ça, mais je sais pas, j'arrive pas encore pour moi, ça reste encore, c'est pareil, c'est on revient à ce que je dis là, ça reste impersonnel, il n'y a pas, voilà. Et là, je suis à tout, là, quand c'est nous qui finançons Abidjan, je suis vraiment à toutes les étapes, en fait. De la création de tissus, aux ateliers, aux finitions, à la remise en boutique et tout. Donc, pour moi, ça reste important. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Africa Fashion Tour. Je vous emmène avec moi à la rencontre de créateurs basés sur le continent africain. Je vous invite à voyager à Abidjan, Dakar ou Bamako pour découvrir les parcours de professionnels talentueux, responsables et ambitieux. Au fil des interviews, je me rends compte que chaque entrepreneur veut contribuer au rayonnement de la créativité africaine sur le continent et au-delà. Ce podcast est un moyen de sortir des clichés du boubou et du wax pour présenter un éventail de tissus, de savoir-faire et de créativité trop souvent sous-représentés. Je suis Ramata Diallo, je suis professeure de marketing dans des écoles de mode parisiennes et je suis également consultante spécialisée dans l'accompagnement de porteurs de projets qui veulent lancer leur marque de mode. En 2017, j'ai assisté à ma première Fashion Week en Afrique et depuis, je voyage régulièrement sur le continent pour aller à la rencontre de ceux qui font la mode en Afrique. Le podcast est le moyen que j'ai trouvé pour partager au plus grand nombre une autre vision de la mode africaine. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Africa Fashion Tour. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Ibrahim Fernandez. Ibrahim est le fondateur de la marque éponyme Ibrahim Fernandez, connue pour proposer une collection de prêt-à-porter et une collection sur mesure pour les cérémonies et les mariages. Ibrahim est basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et il voyage régulièrement à travers le monde pour faire découvrir ses collections. Je l'ai invité aujourd'hui pour qu'il puisse nous raconter son parcours et partager ses ambitions pour les années à venir. Bienvenue Ibrahim, je suis ravie de te retrouver pour enregistrer cet épisode. Comment vas-tu? Salut, je viens et toi? Ça va super, merci beaucoup. Écoute, comme je le disais, je suis ravie de faire cette interview avec toi aujourd'hui. Moi, je t'ai découvert en 2017. En fait, la première fois que j'ai assisté à une Fashion Week en Afrique, c'était à Abidjan. Et j'ai découvert plusieurs créateurs, mais dont ta collection. Et ça a été... depuis, je suis une fan absolue. Donc, je vais essayer de faire cette interview en gardant le professionnalisme des journalistes, mais sachez, mesdames et messieurs qui écoutez, que je suis pro Ibrahim Fernandez, donc tout ce qu'il va dire, je vais dire c'est extraordinaire. C'est super, c'est formidable. Donc, mais je vais essayer de garder mon calme. En tout cas, je suis vraiment ravie que tu sois là aujourd'hui parce que je sais que tu fais pas souvent cet exercice-là de prendre le temps. Écoute, je te remercie d'avoir accepté. Je suis vraiment touchée et je suis sûre que l'audience, elle va vraiment être contente de pouvoir échanger un petit peu avec toi parce qu'on a l'habitude tu donnes énormément en communication, tu partages beaucoup sur les réseaux sociaux, mais on n'a pas souvent d'interview où on peut un petit peu savoir qui est Ibrahim Fernandez. Donc ça, c'est l'objet de cette interview. Donc, du coup, je voudrais commencer par te demander de te présenter, de raconter un petit peu d'où tu viens, comment t'es venue ta passion pour la mode. Ok, la genèse. Exactement. Bon, je suis Ibrahim Fernandez, je suis ivoirien. Et comment ça me vient? Ça remonte, hein, ça fait 10 ans. Il faut savoir que la marque a déjà maintenant 10 ans. Et tout commence, j'étais au Maroc. Voilà, j'étais au Maroc et j'ai eu le décès de mon père. Voilà, et donc je devais rentrer sur Abidjan.
Et je suis rentré, on a fait les obstacles et tout, voilà. Et bon, un an passé, j'avais plus de vêtements à me mettre, je bossais pas. Et tout ce que je voulais, c'était très cher. Il y en avait ce qu'on appelle chez nous, communément en Afrique, des couturiers de famille. Voilà. Donc, et ma mère, depuis qu'on est tout petit, qui est dans le textile, c'est-à-dire, elle est commerçante, elle partait prendre des tissus au Togo, au Ghana et tout. Donc, elle avait une petite boutique de textile. Donc, elle avait envoyé des étoffes. Et donc, je suis allé au marché chez elle, j'ai pris un tissu et je me suis rendu chez le couturier de famille. Et c'est là que j'ai posé mon premier croquis et j'ai demandé à ce qu'il le réalise. Et c'était tellement difficile pour lui, il n'arrivait pas, il comprenait pas. À l'époque, c'était une salopette. C'était une salopette et donc, spontanément, je me suis mis à l'aider, à la découper tout. Et c'est comme ça que c'est parti. J'ai fait une tenue, je l'ai postée sur les réseaux. Et tout de suite, j'ai eu beaucoup de compliments, mais c'est beau qu'il a fait, tout ça. Et moi, au début, c'était vraiment, je suis arrivé à la mode là, vraiment, c'était pécunier au début. Voilà, parce que je me suis dit, ah, mais ça, c'est un bon business, hein, j'ai de la demande et tout. Et donc, c'est comme ça que je repars avec lui et on a trouvé un compromis, c'est que tous les soirs, il finissait sa journée à 21h et moi, de 21h jusqu'à 2h du matin, j'apprenais avec lui sur le tas. Voilà. Ok, je te remercie d'avoir partagé ça avec nous et cette genèse qui a commencé avec un petit peu un moment difficile par rapport à ta vie personnelle. Tu dis que tu as appris sur le tas il y a 10 ans de ça. Avant, tu travaillais dans quel domaine? Tu étais déjà dans le secteur de la mode, de près ou de loin, ou alors c'était vraiment quelque chose de complètement nouveau? Non, pas du tout. Moi, j'ai fait des études de commerce. J'ai eu un BTS en gestion commerciale. Pas du tout. Pas vraiment sur le tas. Je suis parti avec zéro base, hein. Vraiment. Zéro base. J'ai vraiment appris sur le tas. Même le patronage, j'ai appris le patronage via Internet. À l'époque, il y avait YouTube. Je suis beaucoup NTIC. C'est-à-dire beaucoup Internet, beaucoup curieux et tout. Donc, il y avait, comme j'avais pas de moyens aussi au début de m'acheter des cours de couture. Donc, j'avais YouTube et j'avais un compte d'une dame, elle était française, on appelait Madame Couture. Elle nous offrait des patronages et tout. Après qu'il fallait télécharger le patronage, je partais au cyber, je téléchargeais, je repartais avec ça à l'atelier parce que le couturier de famille, c'est des couturiers qui coupent à main levée, qui ne coupent pas avec le patronage. Donc, voilà. Donc, j'ai vraiment appris sur le tas avec lui pendant 2 ou 3 ans. Voilà. Très bien. Et ce que tu expliques, c'est que le premier dessin, cette fameuse salopette, tu l'as dessinée, tu l'as montré à ce couturier de famille. Donc, tu es tombé sur la mode, tu dis que tu as appris sur le tas, mais tu savais quand même dessiner ou tu as toujours peut-être eu une passion pour le dessin? Non, pas du tout. J'ai grabouillé, comme on dit, hein, j'ai dessiné. Je trouvais pas... Pendant longtemps, avant que j'arrive à faire de beaux dessins, pendant longtemps, je trouvais que mes dessins étaient moches et tout. C'est un peu la difficulté quand tu apprends sur le tas ou bien quand tu es autodidacte, quand tu commences, tu as beaucoup de questionnements, surtout quand tu commences à te faire un nom par rapport au fait que tu sois légitime ou pas et au fait que t'es pas forcément allé à l'école, mais tu n'as pas suivi un parcours très académique. Au début, c'est beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question. Mais bon, aujourd'hui, j'ai pas rougir parce que voilà, quoi. Je trouve que c'est la meilleure école. Exactement. Ce que tu dis, c'est que tu avais un peu un syndrome de l'imposteur. Tu te sentais pas légitime parce que tu n'avais pas forcément peut-être les diplômes ou les compétences. Exactement. Mais avec de la persévérance et de la détermination, finalement, tu as réussi quand même les idées que tu avais en tête à les exprimer et à les faire vivre. Oui. Ok, donc du coup, tu as ce partenariat avec ce couturier de famille et donc tous les soirs, vous travaillez ensemble, il t'apprend en fait les bases. À partir de quel moment est-ce que tu commences à peut-être créer la première collection? Comment ça commence? En fait, je faisais ça tous les soirs, mais c'était dangereux parce que, comme je disais, c'était de 22h à 2h du matin, c'était dans un quartier vraiment risqué. Et donc, comment je commence, c'est que petit à petit, dès que j'ai eu une petite entrée d'argent, j'ai squatté la cour familiale. C'est-à-dire, je me suis acheté ma première machine.
et j'ai squatté la cour familiale et j'ai commencé à recevoir le peu de clients que j'avais dans le salon à ma mère. Donc, ceux qui se rappellent très bien à l'époque, vraiment, dès le début, je recevais carrément dans le salon à ma mère. Quand tu rentrais, tu vois la photo de ma mère, la photo de mon père et tout. Vraiment, vraiment dans le salon à ma mère, j'utilisais le salon à ma mère comme un bureau et l'arrière-cour que personne ne voyait, c'était vraiment une cour comme ça, à ciel ouvert, il y avait la machine. Donc, petit à petit, j'ai commencé comme ça. Et ce qui a fait un déclic, c'est que j'ai été repéré par Bilsco, même pas d'ici, via Instagram et pour une campagne. Voilà, donc c'était une campagne et j'ai été très très bien payé. C'était mon premier plus gros cachet. Et là, après, l'argent que j'ai eu, j'ai pris pour investir dans un showroom. C'est-à-dire, j'ai cassé le devant de la maison de ma mère et j'ai fait monter 4 murs et j'ai investi, j'ai créé mon premier showroom officiel. À l'époque, quand tu travaillais, quand tu recevais en fait les clients qui étaient intéressés par ton travail, c'était du sur-mesure que tu faisais, tu proposais. À l'époque, c'était vraiment du sur-mesure. C'était des clients, c'était du sur-mesure. Je travaillais seul, mais je continuais à travailler aussi, comment on appelle ça, je faisais ce qu'on appelle de la sous-traitance. C'est-à-dire, si, par exemple, parce que je pouvais pas seul, c'était compliqué, j'avais pas aussi de quoi à payer, donner des salaires à des employés et tout. Donc, quand j'avais trop de clients, mais à l'époque, trop, c'est pas, voilà, 10 déjà, j'étais surmené. Voilà, donc, quand j'avais trop de clients, je partais soit chez l'ancien couturier de famille, soit chez un autre et essayer d'utiliser les ateliers pour faire confectionner les vêtements et revenir encore à la maison pour faire les essayages et tout. Voilà. Avant d'avoir le showroom que j'ai fait grâce à Vilsco. Voilà. À cette époque, quand j'ai eu le showroom, là, j'avais maintenant, je pense, 2 employés, 4 machines. Ok, très bien. Donc, c'est intéressant de voir comment tout de suite, à partir finalement d'un premier dessin et d'un post sur Instagram, les opportunités que tu as pu avoir. Toi, très naturellement, dès le départ, tu t'es dit que chaque fois que tu allais créer, tu allais le poster sur les réseaux sociaux. Comment ça s'est fait, cette volonté vraiment d'utiliser les réseaux sociaux pour partager en fait ton travail? Je sais pas, moi, je me dis peut-être c'est à cause de mes études de commerce, ça m'a beaucoup servi. Moi, dès le début déjà, même dès le jour 1, j'ai vite compris que c'est une entreprise. Peut-être c'est ce qui a fait la différence avec beaucoup, c'est que moi, dès le début, j'ai vite compris que c'est une entreprise, donc j'ai fonctionné c'est-à-dire, j'ai déclaré mon entreprise, j'ai donné le nom d'une marque, la première des choses que j'ai faites, c'est d'ouvrir un compte Facebook, un compte Instagram. À l'époque, c'était même pas le nom, c'était pas Ibrahim Fernandez, c'était un nom très urbain. C'était Zango. Zango, en Côte d'Ivoire, ça veut dire bien habillé. Tu es bien habillé. Quand on dit tu es Zango et qu'on sort, c'est-à-dire tu es bien habillé et tout. Donc, à l'époque, c'était ça. Donc, pendant longtemps, pendant les premières années de la marque, c'était ça. Donc, j'ai créé Zango comme ça et c'était très à la mode et on m'a vite repéré. Même, c'est grâce à ça qu'on m'a repéré à la télé. Il y a Isabelle Anou qui m'a contacté. Je pense que c'était une blague même. Elle m'a dit non, même ce que tu fais, c'est fait et tout. Est-ce que tu veux passer une émission à la télé? Voilà, j'étais choqué. Mais moi, ça allait très vite. C'est-à-dire tout de suite ce que j'ai proposé sur le réseau, tout de suite les gens accrochaient parce qu'ils ont trouvé ça différent, ils ont trouvé ça frais. Et moi, j'ai très vite compris que dès le début, qu'il fallait que je sois organisé, même si je suis seul, que je sois organisé et que tout soit derrière structuré. Donc voilà. Ok, très bien. Donc, toi, ce que tu racontes, c'est qu'effectivement, ça allait très vite puisque tu as eu Visclo qui t'ont découvert à travers Instagram et ensuite tu parles d'Isabelle Hanot. Donc, tu as eu en fait des opportunités qui sont venues à toi assez rapidement. Est-ce que tu peux nous expliquer pour ceux qui connaîtraient pas Isabelle Hanot, en fait, qui c'est en fait, de manière à ce qu'on puisse comprendre à quel point c'est quelqu'un d'important dans l'univers, dans la sphère en fait de la mode en Côte d'Ivoire et au-delà? Ouais, c'est une productrice de mode et tout très importante en Côte d'Ivoire. Donc moi, j'étais choqué quand à l'époque, elle avait une émission qu'on appelait Tendance.
où elle mettait en avant des créateurs de mode, connus comme pas connus et tout. Et moi, le jeune comme ça, je venais de créer ma... Je pense que ma marque n'avait même pas 6 mois, hein. Mais dès le début, comme j'ai dit, quand j'ai créé le compte Instagram, j'ai fait des photos avec des jeunes au quartier, avec mes sœurs et tout. Et je travaillais une matière qui était assez différente. Je travaillais du basin et j'ai mélangé le basin à du pagne. Et donc, et puis j'ai fait ça, j'en ai fait des modèles assez urbains. Donc, quand j'ai reçu le message via, qu'on appelle ça, Facebook, je croyais pas. Au début, je pensais que c'était une blague. Parce que je me disais, mais attends, mais je me connais pas et tout. Mais après, bon, j'ai accepté. Ils ont fait un petit focus sur moi, un petit focus sur la marque et tout. Et voilà. Donc, Isabelle Arnaud, pour moi, le fait que dès le début, qu'elle me donnait cette plateforme-là m'a aussi aidé, je pense, hein. Ok, donc en tout cas, ce qu'on comprend, c'est que tu avais un style très différent de ce qu'il pouvait y avoir sur le marché, où tu as mélangé en fait un côté urbain, tu as mélangé du basin et du pagne, tu es arrivé avec quelque chose de complètement nouveau, et aussi dans ta manière de communiquer, le fait que tu structures ton entreprise comme un business, il y a tous ces éléments-là qui sont des éléments clés dans ta réussite qui est arrivée très rapidement. Oui, oui, exactement, c'est ça. C'est ça. Comme je l'ai dit là, dès le début, je su que pour ça, tu as su quelque chose, c'est une entreprise, il faut être structuré, il faut te déclarer, il faut trouver des employés, dès que tu as les premiers sous qui rentrent, il faut avoir un showroom, tu vas pas continuer à accueillir des gens au salon, tout ça. Donc, j'ai essayé de gravir des étapes, mais dès que pendant très longtemps, entre guillemets, la société ne faisait pas de bénéfices. C'est-à-dire, bon, je sais pas si on appelle ça des bénéfices de profit, parce que tout ce qui rentrait, je réinvestissais ça, dans le bon fonctionnement de la société, quoi. Donc pour moi, c'est que tu faisais du profit, mais en fait, t'en faisais, mais tu le réinvestissais dans ton entreprise. Tu le dépensais pas pour t'acheter toi, Non, peut-être pas du tout. voiture, C'était immeuble même ou pas de autre. salaire même. J'avais pas de salaire pendant bien longtemps. Donc du coup, l'entreprise faisait du bénéfice, mais toi, tu réinvestissais dans ton entreprise pour assurer son développement dans la suite. Si, si. Et donc ça, c'est vraiment, on va dire, les débuts de la Ah, c'est marque. le début, oui. Ok. À partir de quel moment est-ce qu'il y a un tournant et tu prends davantage d'ampleur? Est-ce que c'est à travers d'autres rencontres, d'autres collaborations? Est-ce que c'est les premiers défilés? C'est quoi le tournant après ces premiers débuts en fait? En fait, c'est après Bilsco, après, j'ai commencé à faire qu'on appelle ça, des défilés un peu dans la sous-région. Au Ghana, j'ai pas fait un premier défilé forcément à Abidjan, mais au Ghana, au Nigeria, et un jour, j'étais au Ghana et il y a l'animatrice qui, en m'appelant, me disait, Zango, comment tu vas et tout. Et puis, elle m'a dit, ah, mais Zango, c'est pas ton nom. Je dis, non. Elle dit, c'est quoi ton nom? Je dis, non, c'est Ibrahim Fernandez. Mais t'es un beau nom. Pourquoi tu fais pas de ça ta marque, en fait? C'est ce que toutes les grandes marques font. Et tout. Donc, quand je suis rentré à Abidjan, ça m'a fait tic. J'ai posé la question à ma communauté, vite fait. Bon, il y avait une petite communauté à l'époque pour dire, ah, mais qu'est-ce que vous pensez si, je passais à Ibrahim Fernandez et tout. Et tout le monde disait, oui, oui, mais qu'est-ce que tu attends? Il dit, mais attends. Voilà, donc on a décidé de passer à Ibrahim Fernandez. Donc beaucoup de choses ont changé. Dès que j'ai décidé de passer à Ibrahim Fernandez, la communication a changé. À l'époque, je travaillais avec une équipe, un photographe, et qui m'a dit, bon, si tu passes à Ibrahim Fernandez, tu seras obligé de te montrer. Parce que au début, moi, ça m'arrangeait bien que c'était Zango parce que je voulais pas me montrer. C'est quelque chose que je déteste. Et donc, il dit, tu seras obligé de te montrer parce que les gens vont vouloir savoir qui est derrière. Voilà, donc j'ai commencé à faire mes premiers moi-même portraits, tout ça. La communication totalement a changé, que ce soit sur Instagram, le visuel a changé. J'ai commencé à faire des vidéos plus travaillées avec voilà, un vidéographe, un photographe pro et tout. Donc, voilà, c'est dès que la marque a décidé de basculer vers Ibrahim Fernandez que tout a changé.
Et ça, c'était à quelle époque à peu près? Ça faisait combien de temps que tu t'étais lancé, que la marque s'appelait Zango? C'est à partir de quel moment qu'elle est basculée à Ibrahim Fernandez? Je pense à la bonne moitié, hein. Je pense que ça fait peut-être 6 ans maintenant, 6 ans, 5 ans, j'ai pas envie de dire de bêtises, hein. 6 ans, 5 ans. OK. Ben, Et quand tu parles de l'évolution c'est-à-dire que tu changes de nom et tu changes la stratégie de communication, à ce moment-là, toi, c'est des décisions que tu prends seul ou tu te fais accompagner ou tu regardes ce qui se passe autour. Qu'est-ce qui fait que tu, à un moment donné, fais évoluer ta stratégie de communication? Non, comme je disais là, ça s'est fait totalement naturellement. Dès que j'ai changé, dès que je suis passé à Ibrahim Fernandez, je travaillais à l'époque avec un photographe, Philippe Lauré, lui aussi c'est photographe aventurier du pays et tout. Et c'est lui qui me disait, bon, tu sais, Ibrahim, tes histoires de ne pas te montrer et qu'on sort là, c'est bon, hein. Donc, tu vas devoir te montrer et tout. Et du coup, par exemple, j'ai changé de photographe déjà. Lui, il était meilleur. J'avais un photographe qui n'était pas forcément professionnel. Donc, mes contenus sont devenus plus travaillés. J'ai commencé à me montrer, parler un peu de moi et tout, et à créer une communauté aussi. Ok, très bien. Donc, en fait, ta manière de raconter les choses, en tout cas, c'est que ça s'est fait assez spontanément en suivant Oui, les c'est conseils, pas vraiment, c'est vraiment, comme j'aime à le dire, moi, ma marque, c'est vraiment comme mon bébé, en fait. Je fais beaucoup de choses, c'est comme des intuitions. Quand je considère que c'est le moment voilà, de le faire, si je suis avec un collaborateur à ce moment-là, je l'explique et puis on en discute. En général, même s'ils veulent pas, je le fais. Mais je veux dire que beaucoup de décisions ont été prises parce que j'ai considéré qu'il était temps. Et ça s'est fait naturellement, pas forcément calculé et tout, mais vraiment naturellement. Ok, très bien, très intéressant. Aujourd'hui, en fait, donc comme tu l'expliques, tu as commencé assez tôt à défiler dans la sous-région, au Ghana, au Nigeria. Et c'est vrai que toi, la particularité, c'est que très régulièrement, tu vas défiler dans différentes capitales de la mode, que ce soit, à Paris ou dans différentes capitales de la mode en Afrique. Est-ce que tu peux nous raconter, en fait, comment tu prépares les différents défilés auxquels tu participes? Ok, déjà pour défiler, il faut qu'il y ait une collection. Donc, en général, ça dépend. Ça dépend. Souvent, on peut créer une collection juste pour un défilé. Ça arrive souvent. Ou souvent, tu as déjà la collection qui est là. Tu crées la collection. Ça dépend aussi du type de défilé. C'est-à-dire, souvent, une collection que je vais amener à Paris, c'est pas la même collection que je vais la réajuster. Une collection que j'ai présentée, par exemple, au Ghana, si quand je pars à Paris, par rapport au public et tout, je vais soit la réajuster, soit la changer. Et voilà. Mais en général, quand on va à une défilé, c'est parce qu'on a quelque chose à promouvoir. Donc, il y a soit une collection qui est là déjà et les défilants, on les utilise juste comme une plateforme, hein. C'est pour s'ouvrir au monde ou bien moi en général j'utilise vraiment pour promouvoir une collection. Voilà, c'est une manière plus vivante de présenter son travail. Mm. Ok, et je sais que en plus des défilés, tu fais assez régulièrement des pop-up stores et Ouais. également du coup, à Paris et Mhm. dans différentes capitales de la mode en Afrique. Ça aussi, en termes de stratégie, est-ce que c'est le même principe? C'est-à-dire, tu as une collection à vendre et tu profites de la présenter dans un défilé et de faire un pop-up store. Comment tu t'organises pour avoir finalement des opportunités de vente en dehors d'Abidjan à l'étranger à travers des pop-up stores? Encore, moi, ce que je fais, ça c'est la meilleure partie, j'adore. Moi, j'appelle ça en général même des ventes privées. En général, je les organise moi-même. Voilà, par exemple, ma première vente privée à Paris, je devais aller à l'encontre de ma communauté, donc j'ai donné les dates. Je pense que j'avais sous-loué, je sais pas si vous connaissez le coin d'Adama à Paris, comment on appelle ça, le Saragal. Voilà, j'avais sous-loué Saragal, elle m'a remis l'espace et j'ai ramené mes vêtements et j'ai dit à ma communauté que j'étais là. Et moi, c'est des moments
qui, pour moi, sont les plus importants, par là, mieux que les défilés, parce que tout de suite, tu rencontres les clients, tu les habilles, tu parles avec eux, et voilà. Donc, c'est quelque chose que j'aime faire, et annuellement, que ce soit à Paris, aux États-Unis, j'ai décidé de faire ça au moins 2 ou 3 fois, quoi. C'est quelque chose qui fonctionne aussi, il faut dire. Tu fais un pop-up, tu envoies, mais tu présentes en fait l'information sur Instagram et il va y avoir énormément de gens qui vont se déplacer pour venir acquérir une pièce Ibrahim Fernandez en fait. C'est vraiment un événement dont énormément de gens parlent, les gens se passent l'information. Il faut absolument aller au pop-up, en tout cas la vente privée Ibrahim Fernandez. Est-ce que tu arrives à l'expliquer? Est-ce que tu le comprends ou toi-même tu es choqué en fait? Bah, après, je suis toujours choqué quand je viens voir qu'il y a on dit, ça commence à 10h, il y a 8h, il y a des gens qui sont déjà là. Mais après, je pense que ça s'explique par rapport à l'attachement que les gens ont envers la marque. Je t'explique. Pendant longtemps, quand j'ai décidé de basculer vers Ibrahim Fernandez, j'avais une équipe derrière, mais qui voulait vraiment structurer la marque et tout, par rapport à mes posts, par rapport à mes stories et tout. Je pense que même mon collaborateur, lui, il a lâché prise parce qu'il est tellement fâché. Mais j'arrive pas, moi, je veux que ma marque soit vraiment très vivante. Je sais pas comment vous expliquer. Donc, souvent, même mon story sur mon compte professionnel, je partage mes moments, pas mes moments forcément de vie, mais certaines émotions. Voilà. Donc, les gens, tout de suite, ils ont l'impression, forcément, peut-être aussi de me connaître. Ils me voient comme un frère. Au-delà d'acheter la marque, d'autres viennent seulement aussi pour moi. Aussi. Donc, je suis pas souvent même dans le domaine du luxe et tout. Il y a beaucoup de marques Gendé, je sais pas comment vous expliquer, mais moi, c'est quelque chose à laquelle je veux pas tomber. J'arriverai pas à faire de ma marque une marque assez froide comme ça, pas proche ça peut nous plaindre des clients. J'arrive pas. Donc, je suis assez présent. Et, mon compte Instagram jusqu'à l'heure actuelle, c'est moi qui le gère. J'ai la possibilité de dans plusieurs personnes, mais c'est moi qui continue à parler avec les clients jusqu'à aujourd'hui. Après, pas les numéros du boulot, le service client, non, pas ça. Ça, c'est été délégué, mais le compte Instagram jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est toujours moi qui le gère. Donc, je pense que c'est tout ça qui fait que les gens, ils viennent à la vente privée, mais on parle comme si on se connaît. Comme si on se connaît tranquille. Voilà, parce que ils ont un certain attachement vis-à-vis de la marque, je pense. Ils aiment aussi peut-être ce qu'elle propose. Exactement, et je pense que pour le coup, c'est très intéressant que tu partages ça. C'est que il y a vraiment une certaine proximité et on a vraiment l'impression de te connaître en te suivant sur les réseaux. Et effectivement, il y a cet effet qui fonctionne, qui fait que les personnes qui vont venir acquérir tes pièces, elles ont vraiment l'impression de quelque part acquérir les pièces de quelqu'un qu'elles connaissent vraiment. Et cette proximité-là, on sent que c'est quelque chose d'authentique et de réel en fait, que c'est pas, tu essayes pas de faire comme si tu étais proche. Pas du tout. Pas du tout. On sent que c'est vraiment quelque chose de naturel et je pense que c'est ça qui fonctionne. Et bien sûr aussi le style Ibrahim Fernandez. Du coup, toi, si tu devais décrire comment a évolué la marque au cours de ces différentes années par rapport à la première collection dont tu parlais, avec le mélange de basin et de pagne et le style urbain, aujourd'hui, ta collection, il y a une partie prêt-à-porter avec un imprimé phare iconique Ibrahim Fernandez et il y a aussi toute une partie pour les cérémonies et les mariages. Comment est-ce que tu as fait évoluer en fait ton travail de créateur pour avoir d'un côté le côté vraiment très structuré sur mesure et de l'autre le côté prêt-à-porter qui est structuré aussi avec un imprimé iconique. Comment c'est venu en fait le fait de partager la collection comme ça? Ok. Déjà, ce qui s'est passé, c'est que, comme je dis au début, je t'attendais, j'étais via Internet, j'ai appris via un mentor et tout. Et quand tout ça a été bien installé, j'avais commencé à faire du prêt-à-porter. Et je me suis vite rendu compte que finalement, on fait les mêmes choses. C'est-à-dire, quand je partais chez un fournisseur ici, à l'époque, bon, j'avais pas d'argent pour me fournir à l'extérieur. Donc, quand je partais chez un fournisseur ici, je retrouve 2 ou 3 designers, surtout des grosses têtes,
On a le même fournisseur. Et t'imagines, tu prends une étoffe, tu fais la collection. Pendant que tu es en train de faire une collection, tu te rends compte que l'autre, il a fait sortir la collection avec la même étoffe. Donc, je me suis rendu compte que ça allait être problématique et je me suis posé, j'ai décidé de créer un tissu. Donc, j'ai contacté un ami aussi qui est l'une des têtes fortes aussi de la marque, qui a Trégil. La Trégil, bon, c'est une des villes les plus populaires d'Abidjan où il y a beaucoup de pays qui se retrouvent et tout. Donc, il y a une forte communauté de Maliens, de Guinéens et tout. Et donc, je l'ai contacté pour qu'il m'aide à trouver la meilleure dame qui fait ce qu'on appelle de la teinture. Voilà. Je savais pas trop faire quand je partais déjà, mais bon, lui, comme il est dans le textile aussi, il m'a trouvé la dame et j'ai dessiné les premiers motifs de ce qui va être aujourd'hui mon imprimé. Voilà, j'ai dessiné, je lui ai apporté, il m'a dit non, il faut imprimer, j'ai imprimé, on a fait des tests, 1, 2, 3, et vraiment, je m'attendais vraiment pas. Moi, j'ai juste fait ça pour être différent. Voilà, pour faire sortir une collection qui est différente, pour être exclusif et tout, mais je m'attendais vraiment pas. Si on me disait il y a quelques années que ça allait être ce que c'est aujourd'hui, c'est parce que là, aujourd'hui, ça, c'est vraiment l'ADN de la marque même. Et donc, j'ai fait sortir cet imprimé-là et il y a eu tout ce qu'il y a eu, ça est vraiment, le retour a été incroyable. Voilà. Et je pense que c'est pas que l'imprimé, parce que ce genre d'imprimé, ça existe. Je pense que c'est le fait que j'ai associé ça à des coupes très modernes. En fait, j'ai associé ça à des coupes très modernes. Voilà. Donc, tout de suite, ça pleut. J'ai eu beaucoup d'influenceuses, beaucoup de célébrités qui ont abordé le style et tout. Et c'est vraiment devenu, ça a dépassé les frontières. Il y avait même la Covid. Mais moi, malgré la Covid, je vendais. Et c'est pendant la Covid même, je pense que j'ai plus vendu parce que les gens étaient chez eux, donc ils achetaient. Donc, voilà. Donc, ça allait très, très vite. Très vite. Bon, là, la question est assez vaste, donc je vais aller jusqu'à au sur-mesure, hein, directement. Et, pendant longtemps, on a fait ça, ça a beaucoup fonctionné. Et après, chasser le naturel au en galop, un moment, je me suis posé, je me suis dit, bon, j'ai fait le tour du prêt-à-porter, je sens comme une certaine vie, j'ai besoin de m'exprimer. À la base, je suis designer, je suis styliste. J'ai pas envie de tomber dans, j'avais besoin d'un peu d'adrénaline et tout. Et donc, j'ai dit au gars de mon équipe que moi, je veux ouvrir officiellement. Je vais scinder la marque en deux, ouvrir une session prêt-à-porter, une autre session sur mesure. Et encore là, quand j'ouvrais à nouveau la session sur mesure, je pensais vraiment pas que ça allait faire ce que ça fait. À chaque fois que moi je commence quelque chose, c'est pas comme si je me projette, mais je me dis non, que ça va. Voilà, c'est vraiment pour moi. Moi, c'est moi qui voulais m'exprimer, montrer aux gens que je suis capable de faire des robes de mariée, parce que c'est pas ça que j'ai commencé, mais j'avais pas cette visibilité au début forcément, que je suis capable de faire des robes de soirée et tout. Et j'ai ouvert un autre showroom en zone 4, Ibrahim Fernandez Couture. Et là, on a fait nos premières robes et ça fait un boom aussi. Donc voilà. Merci beaucoup pour ce partage. Encore une fois, on retrouve le côté très spontané où finalement tu vas vers tes envies et puis derrière les consommateurs, le public, il adhère complètement à ce que tu proposes. Toi, dans la manière dont tu crées tes collections, à chaque fois, c'est fabriqué à Abidjan, c'est fabriqué en Afrique? Toutes mes collections ont été fabriquées en Afrique, sauf une. Quand j'ai commencé le Ibrahim Fernandez Couture, je me suis approché qu'on appelle ça, d'un atelier de Bixeto. J'ai une collection que j'ai remis à l'ordre du jour, qu'on appelait Tombouctou, une collection que j'ai remis à l'ordre du jour qu'on appelait Tombouctou. Je me suis approché d'un atelier de couture en France et une autre aussi en Turquie et tout pour la confection d'un tissu. Donc c'est un tissu qu'ils ont confectionné à l'usine. C'est de la mousseline qui a été découpée voilà, au laser. Voilà, donc voilà, juste ça, ils ont fait le tissu et j'ai fait des patronages qu'ils ont corrigés.
Voilà, ils ont corrigé les patronages par rapport, voilà. Je voulais vraiment être au niveau de la haute couture et tout. Voilà, donc ils ont corrigé les patronages et après ça, tout a été confectionné dans nos ateliers à Abidjan. Bien, et du coup, pour toi, c'est important que ce soit fabriqué à Abidjan et que qu'une majorité, en tout cas, des pièces que tu proposes, que tu présentes, ce soit fabriqué à Abidjan, que ce soit fabriqué en Afrique. Ouais, c'est important. Toute ma collection de prêt-à-porter, depuis le jour 1 jusqu'à aujourd'hui, tout a été fabriqué à Abidjan. Bon, on donne du travail. C'est vrai que c'est fastidieux. On va pas se mentir, c'est compliqué. C'est compliqué parce que on reste en Afrique, trouver la main-d'œuvre compétente, il faut beaucoup suivre derrière. Mais voilà, je trouve que c'est important pour moi de le made in chez moi, la Côte d'Ivoire. Ça reste important. C'est quelque chose qui va pas bouger. J'ai la possibilité aujourd'hui d'aller en Turquie, de faire des vêtements de prêt-à-porter en masse et j'ai déjà un nom de faire de l'argent et tout, mais on me dit, mais pourquoi tu te fatigues? C'est fastidieux parce que derrière, tu vas pas produire forcément assez là-bas. En une semaine, tu peux produire 1000 pièces, tout ça, mais je sais pas, j'arrive pas encore pour moi, ça reste encore, c'est pareil, on revient à ce que je dis là. Ça reste impersonnel. Il n'y a pas, voilà. Et là, je suis là, quand c'est nous qui finançons Abidjan, je suis vraiment à toutes les étapes, en fait. De la création en tissu, aux ateliers, aux finitions, à la remise en boutique et tout. Donc, pour moi, ça reste important. Peut-être après, on sait jamais, dans 5 ans, dans 10 ans, ça peut basculer, mais pour le moment, je dis à ce que tout se fasse encore à Abidjan. Ok, très bien. Et je pense qu'après, tes consommateurs et ta communauté, ils sont conscients que c'est important pour toi, cette partie-là, et ça peut aussi faire partie de ton succès et du fait que les gens, ils achètent, ils sont présents. Ça peut être un des facteurs aussi, en fait. Moi, je sais pas si en Afrique, les gens sont sensibles à ça. En Afrique, ils s'en foutent, hein, que tu fasses en Turquie, ils s'en foutent. Je pense que c'est plutôt des gens avertis qui connaissent le travail que la marque effectue, qui ont du respect à ce niveau. Vous voyez, ou bien les gens en Europe et tout, mais en Afrique, ils savent pas. La preuve, par rapport à mon imprimé, justement, j'ai subi une vague de copies de l'imprimé là, et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup affecté. Et pendant longtemps, j'ai dû me batailler pour faire comprendre aux gens que c'est pas normal. Parce que quand j'en parlais même sur les réseaux, c'est moi qui étais le fautif. On me dit, mais toi, tu es qui? Et puis, on ne te copie pas. On copie Vuitton. Pourquoi tu te plais? Tout le monde copie. Ça partait dans tous les sens. Je me sentais pas soutenu. Mais là, actuellement, ça va. Depuis un bon moment, ça va. Et quand quelqu'un m'importe une copie de l'imprimé, tout de suite, c'est les gens qui viennent en bas. Ah, mais voilà, c'est la copie de l'imprimé de Monsieur Caron. Je trouve que j'ai gagné la bataille parce que moi, mon but, c'était même pas d'enfermer ou de créer des problèmes aux dames qui revendent cette copie-là parce que c'est juste des revendeuses. Mais c'est de faire comprendre aux gens qu'il faut que les gens comprennent qu'il y a un gros travail qui est fait, de l'artisanat qui est fait derrière et il faut qu'ils sachent que, OK, mais là, c'est l'original et l'autre, c'est les copies. Pour ne pas qu'il y ait d'amalgame, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui voient la copie sur le marché, qui pensent que moi, je suis juste à acheter un tissu et puis voilà, quoi. Et ça, c'est quelque chose à l'époque qui m'aurait beaucoup affecté, mais bon, là, ça va. Ok, très bien, c'est intéressant de partager ça parce que en fait, on va dire les marques de luxe, elles ont toujours souffert et souffrent encore de contrefaçons, mais du coup, il y a une partie des consommateurs avertis qui eux savent et reconnaissent que ils savent à quel endroit acheter la vraie marque et ils savent faire la différence entre en fait ce qui est de la copie et ce qui est la marque originale. Mais pour ça, il faut éduquer les gens. C'est ce que je dis en Afrique, il faut éduquer les gens par rapport à ça, parce que c'est pas... Il y a d'autres qui n'arrivent pas à comprendre, en fait, qui comprennent pas. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a certaines personnes, Dieu merci, je dis le travail a été fait, mais jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui comprennent pas que c'est moi qui fabrique forcément ce tissu-là, même.
parce que la copie a vraiment inondé aussi le marché. Du coup, ce qui est important, c'est que tout le travail de communication que tu fais sur Instagram, ta présence à des défilés dans différentes capitales, ça permet aussi d'asseoir ta crédibilité, ta notoriété. Et de faire qu'on sait que ça, c'est l'imprimé et ce sont les modèles Ibrahim Fernandez. Moi, j'avais envie de revenir avec toi, notamment sur ta stratégie de communication. Je sais que l'année dernière, fin 2023, il me semble, ou c'était début d'année, mais tu as organisé des lives avec certaines de tes clientes, notamment des mariés, en fait, qui sont venus raconter leur expérience, toute leur expérience de confection de leur robe de mariée en travaillant avec toi. Ok, là, ça rejoint encore ce qu'on a dit, c'est fait de manière spontanée. En fait, quand on a fini l'année et tout, j'étais épuisé et je me suis dit quoi? Je me suis posé, j'ai réfléchi et dit, mais qu'est-ce qui me revenait beaucoup? J'ai beaucoup je sais que c'est difficile pour moi de m'avoir à la session sur mesure. C'est très difficile pour moi d'avoir un chez nous, d'avoir un rendez-vous. Les gens se plaignent du fait que c'est compliqué d'avoir accès à moi en passant par le service client et tout. Donc, je me suis dit, bon, les personnes les mieux placées pour expliquer leur expérience, pour voilà qu'elle soit positive ou négative, ce sera ces mariés-là. Et moi, ça va m'éviter voilà, il n'y a pas plus de crédit qu'elle. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit à toutes les mariées, vraiment, toutes les mariées qu'on a eues sur une année, vraiment, toutes les mariées, j'ai fait un groupe et les ai écrits et j'ai dit, celles qui sont libres de venir, elles m'ont même posé, tu es sûr qu'on peut tout dire? J'ai dit, oui, on peut tout dire. Donc, on a fait ce live-là et encore une fois, je ne savais pas que ça allait exploser comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai des retours. Et jusqu'à aujourd'hui, quand on a fini le live, j'ai plein de mariés qui venaient pour cette année-là, qui m'ont dit, mais le live nous a édifiés, on sait comment marcher maintenant, on sait que par exemple, si tu ne réponds pas un jour, 2 jours, c'est parce que tu veux pas. En fait, ça a été bénéfique, mais à un point pour la marque. Et moi, je suis content d'avoir eu cette idée-là. Et voilà, cette année, on peut voir quelque chose, vous allez voir. Je suis vraiment content. S'il n'y a pas meilleur pour moi, ça fait de la communication, ça fait de la pub, ça a une certaine transparence aussi sur la manière de gérer tout ça. Donc, bref. Jusqu'à aujourd'hui, même souvent, quand certaines clientes ont des questionnements, je les invite à aller regarder le live, qu'elles reviennent, elles sont toutes, voilà, toutes par la presse. Donc, encore une fois, hein, la spontanéité, hein, c'est ce qu'on va retenir, puisqu'à chaque fois, ça revient dans ta manière en fait de travailler. En tout cas, ouais, effectivement, j'ai pas regardé l'intégralité du live, mais j'ai regardé plusieurs témoignages. Moi, jusqu'ici, je regardais les photos sur Instagram comme beaucoup de gens. Donc, on voit des magnifiques photos de mariés en se disant, waouh, c'est du Made in Africa et les robes, elles sont absolument magnifiques. Mais on ne sait pas tout le travail qu'il y a derrière. Et là, quand la mariée, elle vient raconter comment se passe en fait toute la préparation, c'est vraiment très intéressant et c'est vrai que c'est vraiment c'est un coup de génie en fait cette idée que tu as eue. Maintenant, comme dès le début de l'interview, j'ai dit que j'allais être là pour te flatter, mais d'un point de vue stratégie marketing, si je prends ma casquette de professeur et d'expert en marketing, c'est vraiment un coup de génie de laisser parler le consommateur parce que quand c'est lui qui dit qu'il a apprécié un service, après tu n'as plus besoin de rien dire en fait. Voilà, et donc à partir de là, on est rassuré. Moi, j'ai bien aimé que quelqu'un dise que pour son mariage, elle avait toujours envisagé d'acheter plutôt une robe en Europe, en Occident, de venir à Paris, qu'elle avait jamais envisagé une robe made in Africa. Et puis elle a vu ton compte Instagram et elle s'est dit vraiment là, et elle a vu en fait je pense une vidéo d'une elle doutait. Elle a même dit au début pour les premiers trucs qu'elle a vu, bon, c'était vas-y vite fait, et puis après c'est encore une autre vidéo qu'elle a vue comme tu dis là, et puis là elle a été convaincue, elle dit bon, je vais le tester. Sinon, elle a beaucoup douté. Et je trouve que ça, il n'y a pas meilleur, je pense, preuve en fait qu'un client qui explique qu'au départ, il n'était pas forcément convaincu, qu'il n'était pas sûr, qu'il avait des doutes. Et finalement, c'est lui qui devient le premier ambassadeur pour dire vraiment,
Tout le monde doit venir acheter ici, alors qu'elle-même, au début, elle était là. Non, vraiment, je vais aller à Paris, je vais aller dans une boutique. Ils vont me faire une robe en plus prête à porter, finalement, un modèle qui existe déjà. Là, elle a eu... et puis, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est une des mariées qui explique que je lui ai fait confiance. Et il a créé pour moi une robe. Je lui ai indiqué, voilà, quelles étaient mes préférences. Et ensuite, il a créé pour moi quelque chose qui me correspondait à 100%. Est-ce que tu peux expliquer, du coup, toi, comment se passe ton processus créatif quand une mariée vient te voir en te disant, voilà, parce que c'est, pour le coup, pour une femme, c'est la robe la plus importante de sa vie, quoi. Donc, est-ce que tu peux expliquer, toi, comment tu réfléchis à, en fait, la robe pour une mariée? Ok. Là, le processus a changé depuis un an encore, hein. Ça, à chaque fois, ça évolue. Avant, c'était vraiment des rendez-vous directs. Voilà, vous venez, on parle et tout, mais maintenant, ça a changé. Le processus, c'est lequel? C'est que quand vous venez, vous contactez le service client. Déjà, il faut qu'on sache la date du mariage, il faut qu'on sache c'est quoi, c'est un mariage religieux, musulman, chrétien et tout. Pour voir déjà même si on a des disponibilités. Parce que moi, j'ai un quota que je dépasse pas parce que tout de suite après, on est surmené, surbooké, on n'arrive pas à bien travailler. Donc, quand le service client vous dit que c'est bon, voilà, ils vous mettent en contact avec moi. Tout ça d'abord, pas de rendez-vous physique, encore en ce qu'on appelle un pré-rendez-vous. Ils vous mettent en contact avec moi et moi, vous me dites, vous m'envoyez une photo de vous. Vous me dites ce que vous voulez et tout. Si vous avez des inspirations, comme beaucoup de femmes, parce que quand elles veulent se marier, elles font tellement de captures d'écran de leur robe de rêve et tout. Mais quand vous m'envoyez, je vous dis directement que je ne fais pas de copie. Et moi, je me base sur ce que vous m'avez envoyé ou bien si vous n'avez pas d'inspiration de ce que vous me dites. Il y a des dames qui sont complexées, qui n'aiment pas les bras, qui ne veulent pas montrer de poitrine, qui n'aiment pas, par exemple, le hanche et tout. Et je me base sur ça pour faire ce qu'on appelle une première proposition, c'est-à-dire un croquis. Je vous fais un croquis en plan noir. Et quand vous validez le croquis, là, je vous donne un rendez-vous physique. Et quand vous venez, on discute. On discute maintenant par rapport au croquis, on fait des ajustements, on fait la prise de mesure, on fait la tarification. Et puis, voilà, c'est tout. On vous donne un rendez-vous pour le jour des essayages. Voilà. Très bien. Et en termes de... donc, du coup, c'est très clair. En fait, c'est très structuré et très carré. Oui, c'est pas comme ça à dire, mais c'est vraiment que ça, bon, je vais t'expliquer ça en une minute, mais le processus dur. Parce que justement, à chaque fois qu'on poste une photo, on a au moins le service client peut recevoir minimum 300 messages, 400 messages. Et je dis ça, c'est le minimum. Entre ça, entre les appels, entre des dames qui veulent pas attendre, qui veulent forcément qu'elles appellent le service client, elles veulent forcément sauter cette étape-là, elles veulent forcément avoir accès directement à moi et tout. Donc, c'est souvent la bagaille entre moi-même qui suis aussi certaines clientes qui ont leur mariage. Donc, ça fait que c'est jamais illico. C'est jamais illico. Donc, ça, c'est l'un des trucs qu'on doit travailler là-dessus cette année pour essayer de faire passer la pilule, pour essayer de faire comprendre aux clients qu'il faut juste patienter parce que en général, c'est pas le même processus. Comme je dis en Afrique ici avant, quand tu veux te marier ou bien quand tu veux faire ton habit de sur-mesure, tu prends ton tissu, tu vas chez le couturier, directement séance tenante, tu as accès à lui et puis voilà. Et nous, on essaie de faire quelque chose de différent, mais qui passe pas souvent. Souvent même, c'est quand les mamans sont impliqués. Parce que quand c'est des jeunes et tout, il n'y a pas de souci, ils comprennent. Mais quand c'est des moments qu'on ne comprenne pas cette manière de travailler, ils se disent, mais pourquoi qu'on appelle, on ne peut pas venir le voir directement, lui. Voilà, mais il y a d'autres qui viennent directement, mais elles n'ont pas, on n'a pas de, comment on appelle ça, la date, il n'y a pas de date disponible pour le jour de leur mariage, mais j'ai essayé 1-2 fois de faire ça. Après, c'est compliqué, tu ne peux pas dire non, la mère va avoir des chantages émotionnels et tout. Donc, comme ça, c'est facile. Mais comme la marque a une forte demande, donc le temps de faire des tri, déjà, des maris qui s'impatientent, le temps qu'on les envoie vers moi, et tout, voilà, ça reste un peu, c'est quelque chose sur lequel aujourd'hui, pour moi, je pense que c'est épineux pour la marque, quoi, l'attente. Voilà.
Donc, on peut dire en moyenne, les gens, en moyenne, ça, je donne une moyenne, 2-3 semaines pour avoir accès à moi. En fait, le business du mariage, c'est l'un des plus complexes et des plus difficiles. Et la cliente qui se suit, c'est la plus exigeante, en fait. Donc, voilà. Donc, de toute façon, quand tu t'engages dans créer des robes pour des mariés, c'est un challenge qui est extrêmement important. Et du coup, effectivement, je comprends toute la complexité et tout ce que tu décris. Mais pour le coup, ça fait partie vraiment de tous ceux qui travaillent au niveau du mariage, que ce soit le traiteur, que ce soit celui qui fait la robe, je pense, c'est celui qui est le plus stressé. Mais celui qui loue la salle, celui qui fait la décoration, à toutes les étapes. De toute façon, un mariage, c'est extrêmement stressant en fait. Et tous les prestataires qui travaillent avec des mariés, qui travaillent sur des mariages, il y a un niveau de stress, un niveau d'organisation qui doit être vraiment très élevé. Et donc, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que à chaque fois, tes créations, elles sont toutes d'une mariée à une autre extrêmement différentes. À chaque fois, il y a un style, il y a une matière. Enfin, il y a vraiment, c'est un périmètre qui est très, très large. Et on est sûr que on va avoir la touche Ibrahim Fernandez, on reconnaît cette singularité, mais on se dit pas, je vais avoir la même robe qu'un tel qui a été marié le mois dernier. Comment tu fais pour réussir à proposer autant de diversité en fait? C'est pas difficile. C'est très, très, très difficile. Comme je dis, là, plus la marque évolue, plus la demande est forte, plus ça devient difficile. Parce que c'est quelque chose qu'on veut. On peut tomber dans la facilité, hein, comme je dis, comme beaucoup. Reproduire les mêmes tenues ou bien reproduire directement les tenues qu'elles nous envoient les dames, parce que beaucoup insistent, mais le fait que on veut exactement proposer quelque chose de différent, quelque chose qui est unique, c'est ce que je dis à mes mariés, patientez, laissez-moi vous proposer quelque chose qui sera unique, quelque chose qui va vous représenter. Il faut que vous soyez fiers de dire que c'est votre robe. Moi, je dis toujours, je préfère quand je fais sortir une robe, que les gens prennent ma robe en copie, que directement qu'on voit la robe, on sait d'où l'inspiration vient, ou bien on voit, voilà, on sait pas la copie d'une autre robe. Donc, du coup, c'est quelque chose qui est très difficile. Et c'est pas comme en Europe, comme je dis aussi, où les marques ont ce qu'on appelle un directeur artistique et tout. Ici, c'est le styliste, c'est moi qui fais un peu tout. Donc, vraiment, c'est chaque cliente, chaque proposition, en général, ce que je fais, je prends tout ça, je note tout ça quelque part. Et les dimanches, qui est censé être mon jour de repos, les dimanches, je m'assois et j'essaie de trouver voilà, des propositions adéquates pour les clients. Mais en fait, c'est l'étape la plus difficile même. Pour oser essayer d'être différent, essayer de proposer des choses. Voilà. Et moi, derrière aussi, je travaille avec un illustrateur. Aussi, on essaie de proposer des croquis assez, voilà, assez modernes. Voilà, souvent même avec le visage de la mariée, pour qu'elle puisse se projeter, qu'elle voit son croquis, elle puisse directement se projeter, elle voit directement la matière et tout. Donc, c'est quelque chose qui est très, 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 très compliqué. C'est l'étape la plus difficile pour moi parce que voilà, c'est ma tête hein, qui travaille. Donc, du coup, il peut arriver des moments où je bloque. Et ces moments où je bloque, je dis à la mariée d'attendre et souvent, elles sont impatientes. Mais pour le moment, j'ai pas encore flanché. Je suis pas encore arrivé à, à proposer, à accepter forcément de faire une copie, en tout cas. Pour le moment, j'ai pas encore flanché, mais ça va être difficile. Très bien, je te remercie de partager en fait ce point sur la créativité avec franchise parce que c'est vrai que c'est pour moi c'est ce qui fait ta force en fait. C'est vraiment la force de la créativité et la variété dans la créativité, c'est que voilà on sent que c'est la touche Ibrahim Fernandez, mais qu'à chaque fois il y a des choses qui sont très différentes selon les personnes qui portent tes tenues. Donc c'est intéressant que tu dises que c'est beaucoup de travail et que c'est pas facile en fait parce qu'on pourrait croire quand on voit les photos que voilà chaque nuit tu es inspiré et que ça vient comme ça facilement.
Et en fait, il y a un gros travail derrière. Là, j'ai envie de venir sur un point, puisque à plusieurs étapes, tu as parlé de photographes, tu as parlé de personnes de tes équipes, notamment du service client qui gère une partie des messages. Tu as pu parler aussi d'un illustrateur avec lequel tu travailles. Aujourd'hui, en fait, au niveau de ton équipe, ça se répartit comment? Tu as combien de personnes qui travaillent avec toi et quel type de métier, en fait, travaille avec toi? Quand on est personne, je sais pas si je dois compter même les couturiers. J'ai des couturiers, je pense là actuellement, ils sont combien? Une dizaine. J'emploie une dizaine de couturiers. Euh, pour la boutique, il y a des vendeurs, donc j'ai trois. J'en ai trois. J'ai ma gérante, j'ai celle qui s'occupe aussi du service client via WhatsApp. J'ai celui qui s'occupe de tout, quoi, de répondre à mes mails, quand je veux faire souvent des posts Instagram bien structurés et tout, qui s'occupe aussi un peu le conseiller de la marque aussi, hein, quand je veux faire parce que quand je dis là, moi, je suis beaucoup spontané. Et souvent, c'est, si je voulais mettre tout ce que je voulais directement comme ça va être chaud. Donc, à chaque fois, comme je dis là, je reviens vers lui, je lui dis, bah, si j'ai une idée et tout. Il dit, non, mais Ibrahim, ça, c'est trop personnel et tout. Oh, bon, on essaie de trouver le juste milieu, c'est ce qui sort. Voilà, donc il y a lui, il y a encore même, il y a le photographe. Le photographe, c'est une sorte de partenariat même pays, forcément. Voilà, avec qui, quand vous voyez toutes les belles photos, voilà, c'est quelque chose que je me suis posé. Parce que souvent, tu fais une belle tenue et la mariée ne te fait pas de belles photos, soit ils n'ont pas le temps, soit il y a un prestataire qui n'a pas... Voilà, donc moi, ce que je fais, c'est que moi, je me déplace en général avec mon photographe que je paie. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai lancé, ça peut être 2 ou 3 ans, mais bon, qui est un peu pris maintenant. J'ai le photographe, j'ai qui encore? Je pense que c'est tout, hein. Ouais. Ok, donc tu as une véritable équipe autour de toi qui t'accompagne à assurer le développement de tout l'empire Ibrahim Fernandez. Mhm. Toi, c'est quoi tes ambitions pour le futur en fait? C'est quoi tes rêves de développement pour la marque? C'est comme je le dis, je suis pas celui qui va se projeter dans 5 ans, dans 2 ans. Moi, je me lève aujourd'hui, je dis, OK, je veux ça. C'est comme je me suis levé il y a 2 ans, j'ai dit, je veux ouvrir Bref Couture. C'est pareil. J'avais pour ambition d'ouvrir une boutique parce que la communauté à Paris est forte. Une boutique à Paris, c'était quelque chose qui était prévu cette année, mais j'ai remis un peu dans le placard. Je vais avoir 2 ou 3 choses, mais si je dois ouvrir quelque chose d'autre, ça va être à Paris. Voilà, ça va être à Paris. Euh, Oui, aussi, ça fait quand même 10 ans que la marque existe, hein, même si elle a eu 2 vies. Et donc, normalement, cette année, je vais faire mon premier fashion show, vraiment qui est focus que sur la marque. Voilà. Je vais faire un à Paris, puis un sur Abidjan. Voilà. C'est des projets très, pas à long terme, des projets là. Et je ne me projette pas forcément dans 2 ou 3 ans. Je vois comment ça fonctionne et puis par rapport à ça, j'envisage. Voilà. Ok, très bien. Bah, écoute, les auditeurs et auditrices qui sont basés à Paris, on attend, voilà, que ce soit l'événement, l'ouverture de la boutique, nous sommes là, on est prêts. Et les autres aussi, bien sûr, mais comme on a eu le scoop que Paris, ça fait partie des villes qui seront, comment dire, dans lesquelles tu as prévu de faire Ouais. des choses. On en parlera, c'est sûr, sur le média Africa Fashion Tour. En général, moi, comment dire, l'ambition de ce média Africa Fashion Tour, c'est d'essayer de donner un peu une définition, en tout cas un regard de ce qu'est la mode africaine, parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes et de clichés quand on peut parler de mode africaine. Et du coup, j'aimerais bien avoir un peu toi, ton sentiment par rapport à quand on parle de mode africaine, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Est-ce que c'est une expression que tu utilises, ou est-ce que du coup t'es pas forcément à l'aise avec l'utilisation de cette expression? Qu'est-ce que tu penses de ce terme-là, mode africaine? Est-ce que toi tu considères que ce que tu fais, c'est de la mode africaine?
Moi, je n'ai pas de problème particulier avec les films que j'utilise. Je dis aussi la mode africaine et tout. C'est une mode qui a toujours existé. Moi, c'est parce que je dis mode africaine que ce que je fais n'est pas destiné à un public européen et tout, parce que je considère que mes coupes c'est la nécessité, quoi. C'est la tradition, la modernité, même si la matière est faite, par exemple, ici et tout, mais les coupes sont qui est moderne, ça fait ce que même qu'on appelle moderne et tout. Et puis aujourd'hui, on va pas se mentir, on voit beaucoup que la mode occidentale, bon, on peut le dire aussi, est beaucoup inspiré de ce qu'on fait ici et tout. On est beaucoup pisté sur les réseaux et tout, beaucoup de créateurs de mode africains. Donc, je pense qu'on est vu, on est regardé. Très bien. Et effectivement, tu es vu et tu es regardé, ça c'est certain. Il n'y a pas de doute là-dessus. Bah écoute, on arrive à la fin de cette interview. Moi, j'étais ravie de pouvoir échanger avec toi et d'en savoir un peu plus sur la genèse en fait de la marque et sur tout ton processus et sur ta détermination, ton implication, donc ton sérieux dans ton travail et aussi ta spontanéité. Je trouve que ça c'est quelque chose qui était intéressant à découvrir avec cette interview. Donc, je te remercie beaucoup en fait de m'avoir accordé du temps et d'avoir pris le temps de partager en fait tout ça avec les auditeurs et les auditrices d'Africa Fashion Tour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Merci pour cette opportunité. Comme j'ai dit, c'est la première fois mais c'était sympa. J'espère que j'ai pu répondre à des questions et j'espère que tes auditeurs ont passé un bon moment. Ah, c'est certain. C'est certain. On est tous fans ici, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de doute. Bah écoute, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que cette interview vous a plu. Pour soutenir mon initiative et donner de la portée au message des créateurs du continent, je vous propose 3 actions. Abonnez-vous sur Spotify ou Apple. Partagez l'épisode à 3 de vos amis. Prenez le temps d'évaluer le podcast et de mettre 5 étoiles. Merci encore et à très vite en Afrique ou ailleurs.